Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment créer un système de filtre sur Symfony. Donc l'objectif de ce système, c'est d'être capable de lister les différents produits et de pouvoir sélectionner seulement les produits qui appartiennent à une liste de catégories. On aura aussi la possibilité de choisir un prix minimum et un prix maximum, et on ne pourra afficher que les produits qui sont en promotion. Et on aura la possibilité aussi de rechercher les choses. On mettra en place un système d'organisation qui permettra d'afficher les prix croissants ou les prix décroissants, ou pareil, afficher les produits qui sont en promotion en premier ou en dernier. Cette vidéo servira aussi de base à une vidéo suivante qui sera la mise en place d'un système de filtre en Ajax. Donc une fois que l'on aura mis en place ce système-là, on rajoutera du JavaScript qui nous permettra d'avoir un slider pour la gestion des prix et qui nous permettra aussi d'avoir un filtre dynamique pour pouvoir réorganiser les produits. Donc dans cette première partie, on ne se concentrera pas sur le JavaScript, mais on se concentrera essentiellement sur la partie back-end. Donc ceci étant dit, je vous propose de commencer. Donc la première étape va être de construire notre projet. Donc ici, je vais faire un coup de composer, create-project, symfony/website-skeleton. Donc là, on va prendre le template website parce qu'on va avoir besoin de tout. Ce projet, je vais l'appeler tuto filter. Et par contre, je vais mettre une contrainte au niveau de la version. On va utiliser une version 4.4 ou supérieure, mais on n'ira pas jusqu'à la version 5. Tout simplement parce que j'ai fait quelques petits essais. La version 5 est trop récente et certains des bundles que l'on va utiliser ne sont pas encore compatibles. Donc si vous voulez suivre cette vidéo dans les mêmes conditions que moi, spécifiez la version comme je viens de le faire. Donc moi dans mon cas ici, ça a installé la 4.4.99. Donc si vous voulez vraiment exactement la même version, vous pouvez mettre ça. Donc une fois que c'est fait, on va se rendre dans notre dossier. Donc je vais faire un coup de cd tuto filter et je vais l'ouvrir avec mon éditeur. Tout de suite, je vais modifier mon fichier d'environnement et pour ne pas trop s'embêter, on ne va pas utiliser ici une base de données MySQL, mais on va utiliser une simple base de données SQLite. Ça sera plus simple à mettre en place. De toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance par rapport à ce que l'on va faire. Donc je vais mettre database URL égale SQLite et on ira à la racine de notre projet. Donc on mettra kernel.project_dir /database.sqlite. C'est tout ce que je vais changer à ce niveau-là. Ensuite, je vais aussi installer quelques petits bundles qui vont me permettre de remplir ma base de données parce qu'on n'a pas l'intention de décrire les produits à la main. Donc je fais un coup de composer, require, et on va charger orm-fixtures. Donc ça c'est une recette flex qui va installer le doctrine orm, fixture et les différents packages dont on a besoin. Une fois que c'est fait, je vais aussi charger un autre bundle qui est le bundle Alice Bundle qui va nous permettre de gérer les fixtures via des fichiers YAML, ce qui sera un petit peu plus rapide. Donc je vais faire un composer require-dev outlook/alice-bundle. Malheureusement, on rencontre ici un petit problème, il n'est pas compatible avec Doctrine Bundle en version 2.0. Donc peut-être quand vous regarderez cette vidéo, vous n'aurez pas ce problème-là, mais si jamais vous rencontrez le même problème, il faut tout simplement downgrader, et comme ils nous disent, il faut aller vers la version 1.12. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un composer require, et je vais dire d'installer doctrine/doctrine-bundle dans une version 1.0 jusqu'à la version 2, mais pas la version 2. Ce qui permettra de résoudre le problème. Ça va downgrader ici le doctrine bundle, et ensuite ça me permettra d'installer Alice sans aucun problème. Maintenant que c'est fait, je vais générer mes différentes entités. Donc on va avoir ici deux entités pour ce projet, une entité catégorie qui sera la catégorie de nos produits, et une entité pour les produits en question. Donc on va faire un PHP bin/console make2.entity et on va charger une entité que l'on va appeler catégorie. Au niveau de ses propriétés, on va simplement mettre un nom qui sera une simple chaîne de caractères. Donc rien de particulier et ça ne sera pas annulable. Une fois qu'on est satisfait, on clique sur Entrée et notre entité est générée. On va ensuite en générer une autre qui sera une entité pour nos produits. Donc je vais créer une entité Product. Pour cette entité, pareil, on va avoir un nom, ça sera le titre de notre produit. Ça ne sera pas annulable, on va mettre un prix, donc ça sera Price. On s'imagine qu'on vend des choses qui sont relativement chères, donc on va mettre un integer, on n'aura jamais de nombre à virgule. Ce champ, il ne sera pas annulable non plus. On aura un champ de description, qui sera pour le coup aussi un varchar, parce que ça sera la description courte du produit, donc on n'a pas besoin de quelque chose de très long. Oui, ça ne sera pas annulable. Ensuite, on va mettre le contenu, donc là, ça sera vraiment le contenu de l'article. Ça sera du texte ce coup-ci. Une image, donc on mettra simplement l'URL de l'image, donc on mettra une string. Et enfin,
le dernier petit élément, ça sera promo pour savoir si l'élément est en promotion. Donc on pourrait ici mettre un prix différent ou simplement un booléen. Donc là, on ne va pas s'embêter, on va mettre un booléen. Évidemment, vous pouvez adapter la structure suivant vos besoins. Là, non, je ne veux pas que ça soit annulable. Et le dernier champ que je vais rajouter, c'est ce qui va me permettre de faire la liaison avec les catégories. Donc je vais avoir un champ catégorise. Je vais dire que c'est une relation et ça sera relié à la partie catégorie. On sera ici en présence d'une relation de type many-to-many, parce qu'on aura plusieurs catégories associées à un article, et de la même manière, un article peut avoir plusieurs catégories. Je crois que je viens de dire la même chose, mais vous avez compris le principe. Maintenant, est-ce que je veux rajouter une nouvelle produit sur les catégories? Enfin, une nouvelle propriété, je vais mettre oui, et je vais l'appeler products avec un S. Donc je suis plutôt satisfait de moi, et je vais valider. Donc tout de suite, je peux générer la migration en faisant un PHP bin/console make de .migration. Je vais vérifier que cette migration a bien été faite. Donc dans le partie src, hop, migrations, on va voir s'il a rajouté les différentes tables. Donc apparemment, tout est bon. Donc maintenant, on va avoir besoin de remplir cette base de données. Alors plutôt que de s'embêter, on va utiliser le système de fixture du Alice Bundle. Donc j'ai un dossier fixtures qui a été généré lorsque j'ai installé le bundle, et à l'intérieur, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler products.yaml. Donc on va commencer par générer 10 catégories. Donc je vais lui dire pour l'entité catégorie, je veux que tu génères des éléments qui aillent de 1 à 10. Comme ça on aura 10 catégories. On mettra un nom, et pour le nom on mettra simplement plusieurs mots. Alors par rapport à mes essais que j'ai faits, c'est un petit peu pénible si on utilise du lorem ipsum, on ne sera pas forcément en mesure de bien différencier les choses. Donc j'ai trouvé d'autres providers donc sur Faker qui s'appellent Faker Provider Collection. Donc basiquement ça rajoute des nouveaux éléments à Faker. Donc, vous avez un système pour par exemple mettre des noms de créatures, des noms de sociétés, et je trouve que ça donne des données qui sont un poil plus pertinentes. Donc on va installer ça tant qu'on y est. Donc là je fais un composer require et on va l'installer comme dépendance générale parce qu'on peut en avoir besoin ailleurs. Et dans mon système de service de Symfony, je vais aller charger ce provider pour pouvoir y avoir accès n'importe où dans mon application. Donc le namespace c'est bzanov. Alors hop, on va récupérer ça parce que sinon ça va être introuvable. Voilà. Et on va charger deux providers. Le premier c'est le provider commerce, ce qui nous permettra d'avoir des noms de produits et des choses intéressantes. Et le second ça sera le provider species, parce qu'on imagine qu'on vend par exemple de la nourriture pour animaux et comme ça on pourra mettre le nom de la créature en question. Voilà. Donc là, au niveau de mon nom, je vais mettre créature. On va utiliser un nom d'espèce. Donc maintenant qu'on a créé nos 10 catégories, on va pouvoir créer nos produits. Donc je vais lui dire, je vais créer des produits. On va les appeler product avec un nombre compris de 1 à 100. Donc au niveau du nom du produit, on utilisera product name. Donc ça c'est offert par le provider commerce. Pour le prix, on va mettre un nombre entre... est-ce qu'on va être très cher ou pas? On va dire entre 50 euros et 40 000 euros. 40 000, si on vend de la nourriture pour animaux, ça fait un peu cher. Ensuite, on va mettre une description. Donc on mettra tout simplement du texte et on ira jusqu'à 100 caractères. Ensuite, on mettra une image. Donc pour l'image, on va utiliser pixum.photo, peu importe. Donc ça sera pixum.photo /id /un nombre. Donc on va mettre number between 400 et 800. Voilà, c'est juste histoire d'avoir des ID qui sont générés un petit peu aléatoirement. Et pour le format, on mettra 290 par 180. Ça sera le format des cartes de Twitter Bootstrap. Ensuite, on va mettre promo. Donc on se dit que 10% de nos articles sont en promotion. Donc on mettra 10% auront 1 et le reste aura la valeur 0. Donc on peut utiliser une sorte de ternaire personnalisé. Et pour le contenu, on ne mettra absolument rien pour le moment. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et la dernière chose qu'il nous faut faire, c'est gérer les catégories. Donc on va rajouter une propriété catégorie et on va dire on prendra un nombre entre 1 et 5 pour dire que globalement, notre système va avoir entre 1 et 5 catégories. Une fois que l'on a ce nombre, on utilise la petite croix pour multiplier et on lui dit de récupérer une catégorie aléatoire. Donc ça provient de Alice, si vous n'êtes pas forcément familier.
Ça met un petit temps, on met un petit peu de temps à découvrir les choses, mais c'est super pratique. Là, comme ça va me permettre de générer tout un ensemble de données très très rapidement. Si maintenant je veux charger ces données en base, il faut que je lance la petite commande qui m'avait été donnée. Si on s'en souvient pas, on fait un coup de PHP bin/console. Ça me liste les commandes, et si je remonte un petit peu, c'est celle-ci. Donc celle-ci vous permet de charger les fixtures dans votre base de données. Donc je vais faire un coup de PHP, bin/console, et on va lancer ce truc-là. Oui, je veux purger ma base, et il me sort une petite erreur. Il me sort cette erreur parce que je n'ai pas préparé ma base de données. Donc je vais faire un PHP bin/console, doctrine, .schema, .update, et on va forcer les choses, histoire que notre base de données ait la bonne structure. Et ensuite, on va relancer notre système de fixtures. Si maintenant je regarde ma base de données avec mon éditeur, je vois bien que j'ai mes différentes tables, et dans la table produits, je vais bien avoir 100 produits avec des associations au niveau des catégories. Donc là, comme ça me permet d'avoir des données de test et de pouvoir travailler avec un petit peu plus de confort. Donc on va pouvoir attaquer la partie logique. Donc la première chose qu'il nous faut faire, c'est un contrôleur qui va nous permettre de récupérer l'ensemble des produits et d'afficher les choses. Donc je vais faire un PHP bin/console, make de .controller, et on va l'appeler product controller. Je vais me rendre à l'intérieur, donc ça sera dans le dossier src, controller et product controller. Au niveau de la route, on va dire que c'est la route racine et le nom sera product. On appelle ici index et on va avoir besoin du product repository. Je vais appeler repository. Je vais récupérer l'ensemble de mes produits en faisant products égale repository et on s'imagine qu'on aura une méthode find search qui permettra de récupérer les produits liés à une recherche. Une fois que l'on a ces produits, on va pouvoir les envoyer à notre vue en envoyant la variable products. Pour l'instant, il va râler parce que la méthode findSearch, il ne la connaît pas. Donc tout de suite, je vais aller la créer. Donc attention, hop, on vide un petit peu ce code et on va documenter les choses. Donc ça récupère les produits en lien avec une recherche. Pour l'instant, cette fonction, on va pas faire grand chose, on va se contenter de retourner un this find all et on renvoie tous les produits. Je vais en profiter pour typer les choses, donc on va lui dire en retour tu auras un tableau et on va typer encore mieux avec la phpdoc en lui disant que le type de retour c'est un tableau de produits. Comme ça, on aura une autocomplétion au top. Donc la dernière chose qui me reste à faire, c'est gérer la partie index.html. Par défaut, il a mis tout ce code-là. Donc je vais le retirer. Là, on va l'appeler tous nos produits. Et dans la partie base.html.twig, on va charger le CSS de Twitter Bootstrap. Donc je vais le mettre juste en dessous. Ou quoique, allez, au-dessus. Comme ça, si j'ai écrit mon CSS plus tard, je pourrai réécraser les règles. Donc à l'intérieur de mon index.html.twig, je vais faire une div qui aura la classe container. Ensuite, je vais faire une div qui aura la classe grid. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de lié à Twitter Bootstrap, mais c'est pour moi plus tard. Et ensuite, on va boucler sur l'ensemble des produits. Donc for product in products. Et on va afficher nos différents produits. On va pas s'embêter, on va essayer d'avoir du code qui sera un petit peu plus réutilisable. Et on va inclure un autre fichier que l'on va appeler product/card.html.twig. Et on va lui envoyer la liste le produit, donc product de .product, et on ne lui envoie que cette variable-là. Moi, j'aime bien isoler pour éviter d'avoir des mélanges possibles. Là, au moins, je sais que mon système n'a accès qu'à la partie produit. Donc, je vais devoir créer cette card-là. Je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler card_card.html.twig. À l'intérieur, je vais créer une div qui aura la classe card. On aura ensuite notre image. Donc au niveau du src, on récupérera directement l'image que l'on avait insérée en base de données. Pour le coup, c'est relativement simple. Et je vais rajouter la classe card-img-top. Ensuite, on aura notre card body avec le contenu. On aura notre titre, donc ça sera un h5. Bon, en vrai, pour le référencement, j'aurais plutôt tendance à mettre des h2. Mais bon, là, on va respecter le style de Twitter Bootstrap. Et dedans, on va mettre product.name. Ça sera le nom de notre produit. En dessous, on va rajouter un card title et on mettra le prix. Donc on mettra product.price. Et on peut s'imaginer que si le produit est en promo, if product.promo, on affichera
le texte promo avec un point d'exclamation pour pousser les gens à l'achat. On fera une div qui aura la classe texte et text warning, histoire qu'il apparaisse en jaune, et on mettra promotion. Voilà. Bon, en vrai, il faudrait un petit peu plus de style, mais c'est pour l'exemple. Une fois qu'on a cette carte-là, il ne nous reste plus qu'à faire la description. Donc on va avoir un paragraphe qui aura la classe texte, text muted, pour qu'il soit un petit peu plus transparent. Et on mettra product, point description. Bon, je pense que je suis plutôt pas mal, et on va pouvoir lancer notre serveur interne. Donc je fais un php -s localhost 2.8000 -t public. Mais on n'a plus accès à la commande serveur 2.run. Et je n'ai pas forcément envie d'installer le bundle juste pour ça. Donc maintenant, je vais me rendre sur ma page et je vais charger la page d'accueil. Comme on le voit, nos cartes sont empilées, mais au moins on a bien le listing de produits. Pour vite fait faire une grille, plutôt que de faire des gros call, SM et compagnie, je déteste ça, on va plutôt pour l'instant juste mettre un petit peu de CSS dans notre partie base. Donc je vais lui dire, quand tu trouves l'élément qui a la classe grid, tu mets un display grid. Ok, le raccourci ne marche pas, dommage. Donc un display grid, et on va utiliser un grid template columns, repeat, 3 avec une fraction à chaque fois. Et on rajoutera un grid gap de 20 pixels. Comme ça, ça nous permettra d'avoir une grille sans nous embêter à avoir un code HTML tout pourri. Donc ce qu'il nous reste un petit peu à faire, c'est ici mettre le prix en joli et ensuite mettre en place le système de filtre. D'ailleurs, je vais essayer juste de faire les choses comme ça. Donc on pourrait mettre un petit peu de responsive, mais là c'est juste pour l'exemple, on va pas trop s'embêter sur le CSS. Donc juste au niveau de ma carte, sur cette partie-là, je vais rajouter un style font weight bold, histoire que ce soit un petit peu plus grand, et un font size à 1.5 rem. On aura un prix un petit peu plus joli. Pour le prix, je vais aussi le formater, donc je vais utiliser la fonction number underscore format. Donc on ne mettra pas de nombre après la virgule, donc ça sert à rien de mettre un séparateur, mais c'est surtout le troisième argument qui nous intéresse, qui nous permettra de mettre un espace au niveau des milliers, et ça permettra d'avoir un prix qui sera un petit peu plus clair pour l'utilisateur. Et je vais mettre texte primary pour la couleur. Donc maintenant, ce que l'on a envie de faire, c'est de mettre en place le système de filtre sur le côté. Donc ce système de filtre, basiquement, c'est un formulaire. Donc la première chose que l'on peut faire, c'est créer ce que l'on appelle un data model qui va permettre de représenter les données associées à ce formulaire. Donc là, on ne va pas utiliser une commande make, mais on va créer directement notre classe. Donc cette classe, on va l'appeler search data. Elle permettra de représenter les données liées à la recherche. Et on va placer cette classe dans le namespace app_data. Donc c'est un nouveau namespace. À l'intérieur, je vais préciser de quoi je vais avoir besoin. Alors le premier truc, ça va être le système qui va permettre de rentrer un mot-clé. Donc je vais avoir une propriété publique qui va s'appeler Q et qui par défaut sera une simple chaîne de caractères vide. Je vais typer ça avec la phpdoc. Pour le coup, j'ai choisi de tout mettre en public parce que je ne vais pas m'embêter à faire des getters et des setters. Je trouve ça un petit peu contre-productif dans cette situation. Ceci étant dit, ça peut être intéressant d'avoir des getters et des setters parce que ça peut vous permettre de mettre des contraintes au niveau des types de valeurs. Donc si jamais vous envoyez dans Q par exemple un tableau, avec un setter, vous allez le détecter. Alors qu'avec une simple propriété, ça ne fonctionne pas. Ceci étant dit, si vous utilisez PHP 7.4, vous pouvez directement typer les choses, je ne sais plus exactement la syntaxe, mais vous pouvez typer les choses, ce qui permettra d'avoir directement la vérification au niveau des propriétés. Donc ensuite, on s'imagine avoir aussi un tableau qui contient les catégories qui ont été sélectionnées. Donc on va dire que là, on recevra un tableau, et ça sera un tableau de catégories. Donc j'en profite avec phpdoc pour typer ça un petit peu mieux. De la même manière, on va avoir un prix maximum et minimum. Donc je vais mettre max, et par défaut ça n'aura pas de valeur, et je vais mettre min, et par défaut ça n'aura pas de valeur. Donc pour ces deux cas-là, on va avoir soit un entier, soit quelque chose qui est nul. Alors on pourrait se dire, dans le cas de minimum, pourquoi tu ne mets pas 0 par défaut? Tout simplement parce que si on a une valeur nulle, ça veut dire qu'on ne veut même pas prendre en compte le filtre. Je préfère avoir cette distinction à ce niveau-là. Enfin, la dernière chose, c'est la petite case à cocher qui nous permettra de filtrer et de n'afficher que les produits qui sont en promotion. Donc là, ça sera un booléen, et on va dire que par défaut, ça aura la valeur false. Donc on a maintenant un objet qui permet de représenter nos données. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser cet objet au niveau de notre formulaire.
Donc je vais aller créer une nouvelle classe. Je ne vais pas utiliser la commande parce que la commande propose toujours d'utiliser une entité. Moi, je vais pas en avoir besoin. Donc je vais créer une classe que je vais appeler searchForm. Je préfère forme que type. Visuellement, je m'y repère un petit peu mieux. Et on va le placer dans le namespace app_form. Donc cette classe, elle va étendre du abstract type. Ça permettra à Symfony de savoir qu'on est en présence d'un système de formulaire. À l'intérieur, je vais créer deux fonctions qui sont importantes. La première, c'est la fonction configureOptions, qui permet de configurer les différentes options liées à ce formulaire. Donc je vais utiliser mon resolver et je vais définir différentes valeurs par défaut. Alors d'abord, c'est la data class. C'est quelle classe sert pour représenter nos données. Donc nous, dans notre cas, c'est la classe qui représente les données, c'est searchData. Ensuite, je vais préciser que ce formulaire utilisera une méthode get par défaut, parce qu'on veut que les paramètres passent dans l'URL pour que l'utilisateur puisse partager une recherche. De la même manière, je vais désactiver la protection CSRF, parce qu'on est dans un formulaire de recherche, donc on n'a pas un problème de cross-scripting à ce niveau-là. Et il me souligne tout ça parce que c'est set defaults avec un S. Autre petite fonction que je vais implémenter, c'est la fonction getBlockPrefix. Donc par défaut, si je laisse les choses comme ça, il va tout mettre dans un tableau qui va s'appeler searchData. C'est le nom du modèle. Moi, je ne veux pas de préfixe à ce niveau-là, pour avoir une URL la plus propre possible. Donc je vais retourner une simple chaîne de caractères vide. Enfin, dernier élément, c'est la construction de notre formulaire. Donc je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler buildForm. Elle prendra deux paramètres, un tableau qui sera le tableau d'options et l'interface de notre builder. À partir de là, je vais pouvoir construire mon formulaire. Donc je vais faire builder et je vais lui dire de rajouter un champ pour taper notre recherche. Je vais lui préciser qu'on est dans le cadre d'un texte type. Donc attention à bien importer celui du composant forme et pas celui de doctrine. Et on va préciser un label. D'ailleurs, on va retirer le label. On va dire que ce champ n'est pas requis. On n'est pas obligé de faire une recherche. Et on rajoutera à la place de notre label un attribut dans le placeholder. Donc on mettra un petit placeholder qui dira rechercher un produit, ou juste rechercher. Donc pour l'instant, on va se contenter simplement de faire ce champ-là. Si je reviens dans ma vue index, je vais pouvoir préparer mon espace. Donc je vais créer une div qui aura la classe row. Je vais créer une call-sm- ou plutôt md-3 et on aura notre formulaire. À côté, je vais faire une div qui aura la classe call-md-9 et on aura notre liste de produits sous forme de grille. Donc dans cette colonne, je vais pouvoir afficher mon formulaire, ce qui veut dire que dans le product controller, je vais devoir le générer. Donc je vais initialiser mes données, donc en faisant data égale new search data. Donc pour l'instant, je vais avoir des données qui seront complètement vides. Et ensuite, je vais pouvoir faire un form égale this create form. Je vais créer un formulaire qui utilise cette classe searchForm que je viens de créer. Et je vais préciser en second paramètre les données. Comme ça, quand je vais faire un handle request ou n'importe quoi d'autre, ça va modifier cet objet qui représente mes données. Maintenant que ce form est créé, je vais pouvoir l'envoyer à ma vue en faisant un form.createView. Au niveau de ma vue, au niveau de mon index.html.twig, pour un petit peu mieux séparer les choses, je vais faire une inclusion. J'aime bien séparer pour avoir des vues qui soient un petit peu plus claires et pour rapidement savoir ce que je veux éditer. Si je veux éditer le filtre, je ne vais pas avoir besoin de m'embêter à trouver cette vue-là. Donc on va charger un fichier qu'on va appeler filter.html.twig et on va lui envoyer simplement le formulaire. Ce fichier, je vais devoir le créer. Et à l'intérieur, on va démarrer notre formulaire. Donc on fera un form start et je charge mon formulaire. Une fois que j'ai fini, je ferai un form end et je ferme mon formulaire. À l'intérieur, je le laisse complètement faire. Il va générer automatiquement mes différents champs. Je mettrai des titres et tout ça un petit peu plus tard. Si je reviens au niveau de ma vue et que je réactualise, on voit maintenant qu'on a ce petit champ de recherche. Vu qu'on utilise ici Twitter Bootstrap, je vais modifier mon fichier twig.yml dans config/package et on va mettre un form_tense et on va lui dire d'utiliser le template de formulaire de Bootstrap. Donc ça sera bootstrap-4 _layout_html.twig. Enfin, .html.twig. Voilà, comme ça, on aura quelque chose qui sera plus adapté à notre template.
Ensuite, après notre petit champ de recherche, on veut un champ supplémentaire qui permette de filtrer les catégories. Donc je vais retourner dans mon search form et on va rajouter des champs. Donc d'ailleurs, mettez le point virgule comme ça à la ligne, ça vous permet de rajouter des choses plus simplement, et au niveau de Git, de mieux avoir un tracking des différents ajouts. Donc là, je vais rajouter categories, ça sera quelque chose de type entity type, et on va lui préciser qu'on n'a pas de label, donc ça c'est comme tout à l'heure. Ce champ-là, il n'est pas requis, de toute façon tous nos champs ne seront pas requis, et on va préciser que la classe à utiliser, c'est la classe catégorie, ce qui lui permettra automatiquement de récupérer les choses. Ensuite, pour avoir une liste de checkbox, il faut rajouter deux attributs qui sont expanded que vous mettez à true et multiple que vous mettez aussi à true. Si vous avez besoin de plus d'informations, regardez la documentation par rapport au entity type. Vous avez un petit tableau qui vous explique quel type de champ vous allez avoir. Après, on va rajouter aussi quelque chose qui permettra de définir le prix minimum et prix maximum. Donc on sera ici en présence d'un number type. Et on est reparti. Label à false, required à false. Et on mettra un attribut qui sera notre placeholder. Et on mettra prix minimum. Je duplique ce champ-là et on aura la même chose pour le prix maximum. Donc ça sera max et au niveau du placeholder, on mettra prix max. Enfin, dernier champ, ça sera le booléen qui permettra de définir est-ce qu'on est dans une promotion. Donc là, ça sera de type checkbox type et on mettra directement un label en promotion. Ou promotion seulement. Voilà, en promotion. Donc ça ne sera pas requis et on n'a pas besoin d'attributs. Si je réactualise ma page, j'ai une petite erreur. Il me dit qu'il n'arrive pas à convertir les catégories sous forme de chaîne de caractères, parce qu'il ne sait pas, quand on récupère une catégorie, quel champ il doit utiliser pour afficher le nom de la catégorie. Donc au niveau de notre modèle catégorie, de notre entité catégorie, on va aller tout en bas et on va implémenter cette méthode. Public function toString. Et on va lui dire, lorsque tu veux une catégorie sous forme de chaîne de caractères, je veux que tu renvoies simplement le nom de la catégorie. Ce qui permettra à notre système de formulaire de fonctionner convenablement. Et là, on a bien notre formulaire. Juste pour gérer un petit peu mieux la mise en page, parce que tout est collé, hop, je vais revenir sur mon base.html.twig. Et à ce niveau-là, on va créer une petite navbar. Donc ça sera navbar.navbar-dark. Et on mettra un fond en bleu, j'aime bien cette couleur-là. Et on mettra ensuite notre navbar-brand mb-0 h1. Hop, j'ai oublié de mettre les petits points. Voilà. Et ça sera un lien qui pointera vers la racine. Et on mettra comme titre produit ou commerce. Très inspiré. En dessous, on aura notre div qui contiendra notre body. Et si on veut l'espacer un petit peu par rapport au haut, on rajoutera un style margin top 5 rem. Ça devrait être pas mal, je pense. Peut-être un petit peu gros, on va mettre 3. Autre petit détail, si vous voulez que le filtre suive, vous pouvez faire ça simplement. Alors je sais, j'avais dit qu'on ne ferait pas trop de CSS, mais on va imaginer qu'on aura une classe filter, et ça sera un display block, position sticky, et pour pas que ça soit trop collé au haut, on va mettre top 20. Et comme ça, au niveau de notre filter.twig, hop, on pourra rajouter des attributs au niveau de notre formulaire. Et on rajoutera un attribut classe et on mettra filter. Voilà, normalement ça ne change rien, mais par contre quand vous scrollez, ça permet de suivre les choses. Donc pour le prix minimum et le prix maximum, on va le vouloir à gauche et à droite. Et de la même manière, on veut mettre des titres pour mieux séparer nos différents filtres. Donc ça veut dire que ici, je vais créer mes champs individuellement. Donc on aura un form row pour form.q. Donc ça sera ce qui permettra de rentrer notre recherche. En dessous, on mettra un H4 qui sera catégorie, qui permettra de filtrer les catégories. On mettra un form row pour nos catégories. Categories. Je ne sais pas pourquoi il veut toujours aller à la ligne. On aura un H4 pour le prix. Et on mettra les deux champs l'un à côté de l'autre. Donc ça sera un point row, point col-md-6. Bon, vous pouvez affiner, là c'est juste histoire d'avoir vraiment un style minimum pour pas que ça soit trop dégueulasse. Et ça sera ici le champ form
form.min. Et on aura la même chose avec form.max. Et enfin, la partie promotion, donc ça, H4, promotion, et on aura notre form row, form.promotion. Donc on a fini avec ça, et on va pouvoir passer à la partie traitement qui va nous permettre de traiter justement les données. Donc lorsque je filtre différentes catégories, il faut que je puisse soumettre le formulaire. Donc je vais créer un petit bouton, button, qui aura comme type submit. On rajoute des classes pour que ça soit joli, btn, btn-primary, et on lui dira d'avoir une largeur de 100%. Et on mettra filtrer. Filtrer. Lorsque je vais soumettre ces données, automatiquement, elles vont être passées dans l'URL. C'est ce que l'on voit ici. Donc maintenant, il va falloir dire à notre formulaire de traiter les données. Donc dans le product controller, je vais récupérer ma requête. Je vais récupérer quelque chose qui utilise le namespace request de HTTP Foundation. Et je vais dire, une fois que j'ai construit mon formulaire, je veux que tu gères la requête. Form handle request. Et je lui passe en premier paramètre notre requête. Ce qui fait que maintenant, si je fais un debug de data, mes données à l'intérieur de mon search data seront bien modifiées. On voit ici qu'on a récupéré 2 catégories, et c'est tout ce que j'avais fait. Ah, il y avait promo aussi qui était à true. L'avantage, c'est que maintenant que j'ai ces données pour représenter une recherche, je peux les envoyer à notre find search. Donc ici, je vais lui envoyer les données. Ce find search, il va falloir que je le modifie pour lui dire maintenant tu prendras un paramètre qui sera de type search data et qui sera les données liées à la recherche. Je vais plutôt l'appeler search. Maintenant, il suffit simplement de construire notre requête au fur et à mesure. Donc on va faire un query égale this, on fera un create query builder et on va récupérer les produits. On va aussi avoir besoin de faire une liaison avec les catégories. Tout simplement parce que je me dis que finalement, j'aimerais bien afficher les... Alors juste, je finis d'écrire ça. On va vouloir afficher la liste des catégories sur la carte, ce qui nous permettra de mieux voir les choses. Donc temporairement, je vais commenter ça. Et je vais vous montrer le problème. Hop. Et là, on fera un return à la fin de query, get query, get results. Hop. Ce qui nous permettra d'avoir le même type de retour, toujours un tableau de produits, et qui permettra au code de continuer de fonctionner. Donc si je reviens dans mon product controller, je n'ai rien à changer, mais c'est dans la partie card que je vais changer quelque chose. J'aimerais bien afficher une petite liste des différentes catégories associées à mon produit. Du coup, après ma petite description, je vais créer une div, et je vais lui dire pour chacune des catégories in product.categories, je veux que tu m'affiches la catégorie avec un petit texte en italique, donc on va mettre ça en emphase, et on rajoutera plein de classes pour Twitter Bootstrap, text muted, text-primary et text-italique. Et on mettra un dièse suivi du nom de la catégorie, ce qui nous permet maintenant dans notre listing de récupérer comme ça la liste des catégories. Le problème, c'est que si on regarde à la partie Symfony, on voit que ça génère beaucoup de requêtes, 102 requêtes. Donc là, on est typiquement dans un cadre de problème n+1. Donc dans mon product repository, je rajoute le join et je vais lui dire, je veux que tu sélectionnes toutes les infos qui sont liées aux catégories, mais aussi aux produits. Voilà, hop. Et on écrit ça comme ça. Ce qui permettra de récupérer toutes les infos en une seule requête. Et on n'a maintenant plus que 2 requêtes, une pour récupérer la liste des catégories ici, et une pour récupérer la liste des produits. Donc la première chose que je vais faire, c'est gérer, le cas où on a une recherche. Par exemple, je tape synergistique. Donc dans l'URL, on voit bien qu'on a Q égale synergistique. Au niveau de notre query, on va mettre une petite condition. On va dire if search, alors if différent de empty, search, et on récupère la propriété Q. Dans ce cas-là, on fait query égale query, et on rajoute un petit where. And where, et on veut que le nom de notre produit, donc p.name, soit comme le paramètre Q. Et je vais rajouter notre paramètre. Donc on fera un set parameter Q, et on mettra des petits pourcentages pour pouvoir faire des recherches partielles, et au milieu on mettra search, et on récupérera le mot-clé qui a été recherché. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, mon système va prendre en compte la recherche qui a été faite. Et c'est une recherche partielle. Donc ensuite, on a le prix minimum. Donc on va mettre if différent de empty search min.
Donc ça veut dire qu'on a au moins une valeur qui est supérieure à 0. Mais dans ce cas-là, on fera la même chose. Donc c'est le même principe. Vous faites un query, on rajoute un where, on fait p.price doit être strictement supérieur, on va dire supérieur ou égal, à la valeur qui sera passée. Ici, ce sera la valeur min. Je passe un nouveau paramètre, min, qui a comme valeur ce qui a été rentré dans ma recherche, search min. Je fais la même chose pour max. Donc si une valeur a été rentrée pour max, je veux que le prix soit inférieur ou égal à la valeur max. Et je passe un nouveau paramètre qui sera max. Si on a une recherche pour promo, ben dans ce cas-là, je rajoute simplement un where et je lui dis que promo doit être égal à 1. Vous avez compris le principe, je vais pouvoir ajouter des filtres. Donc cette méthode est intéressante parce que vous pouvez vraiment construire votre requête, l'optimiser en fonction de ce qui a été demandé. Dernière chose qu'il va nous falloir faire, c'est gérer les catégories. Donc on va mettre if différent de empty search categories. Donc on a une liste ici de catégories. On va lui demander de faire un query égale query and where et on veut que c.id, donc la liaison est intéressante aussi pour cette condition-là, soit dans une liste qu'on lui enverra. Donc ça sera une liste qu'on va appeler categories. Je fais un set paramètre et je vais lui envoyer un paramètre catégorie qui sera la liste de mes catégories. Ça sera search categories. Donc maintenant, au niveau de mon système, si je coche différentes catégories, par exemple celle-ci parce qu'elle correspond à mon premier article, ben je vois bien que ça m'affiche que celui-ci. Si j'en coche plusieurs et que je refiltre, ça m'affiche bien mon listing. Donc là, on a notre système de filtre qui est fonctionnel. Alors par contre, on veut mettre en place une pagination parce que par défaut, si on fait ça, on se retrouve avec beaucoup de produits et c'est pas forcément tip-top. Et on va retirer ce filtre-là. Donc pour éviter les problèmes, on va utiliser un bundle qui est le bundle Paginator, KNP Paginator, qui est de toute façon un bundle incontournable avec Symfony. Donc on commence par l'installer. Donc je vais le faire directement depuis mon terminal dans mon éditeur. Donc ça va installer ce petit bundle-là. Et ensuite, ça va charger le bundle dans mon fichier bundles. Donc ça se fait automatiquement. Et je peux directement commencer à travailler avec. Donc je vais me rendre dans mon product repository et on va changer le constructeur. Et on va prendre en second paramètre quelque chose qui va implémenter la Paginator interface. Et je vais nommer ça Paginator. Je vais initialiser ce champ parce que je vais en avoir besoin dans mon find search. Maintenant que j'ai ce Paginator, ici je ne vais pas directement récupérer les résultats, mais je vais récupérer notre requête. Donc je vais appeler ça query égale query getQuery et ensuite je vais le passer au Paginator. Donc je fais un return this Paginator paginate et je vais lui envoyer en premier paramètre notre query, en second paramètre le numéro de page, donc pour l'instant je n'ai pas moyen de le récupérer donc ça sera 1, et enfin le nombre d'items par page. Bon ici ça sera 15. Et c'est tout ce que j'ai à changer à ce niveau-là. Par contre il va me souligner ça en jaune marron, parce que tout simplement, maintenant mon type de retour n'est plus un tableau, mais c'est quelque chose qui implémente la pagination interface. Donc il faut que je change ce type-là pour mettre pagination interface. Et je change aussi ça dans la PHP-doc. De base, rien que faire ces changements-là permettra à mon code de continuer à fonctionner. Ça m'affiche bien, ici, seulement 15 produits. Si je venais à mettre 3 produits, ben je n'aurais évidemment que 3 produits. L'avantage, c'est que je peux utiliser la petite fonction qui permettra d'avoir une pagination très simplement. Donc, juste après ma div qui a la classe row, je vais créer une div qui aura un petit peu d'espace, on verra juste après ce que ça donne, et on utilise la méthode knp pagination render. Et on lui dit de rendre la pagination pour mon ensemble de produits. Si je reviens au niveau de ma page, on va ici avoir notre petite pagination. D'ailleurs, elle devrait plutôt être dans cette div-là. Et le petit souci, c'est qu'elle n'est pas très jolie, donc on va utiliser le template de Bootstrap au niveau de KNP Paginator. Donc dans ma config, package, je dois avoir un fichier qui correspond à KNP. Je vois que ce n'est pas le cas, c'est dommage. Donc on va aller créer un nouveau fichier qu'on va appeler knp_paginator.yaml. On va s'inspirer de ce qu'ils nous fournissent dans la documentation, c'est cette partie-là.
Donc ça vous permet comme ça de mettre différentes options par défaut. Et juste là, on va changer le template pour pagination et on va mettre pagination/Twitter _bootstrap _v4 pagination.html.twig. Pour la partie sortable, on va laisser ça pour l'instant et on va attaquer ça juste après. Donc si je reviens ici, hop, on a maintenant une jolie pagination, si ce n'est qu'elle doit être un petit peu plus espacée du reste. Donc on rajoutera directement un margin top 4 rem et ça devrait le faire. Ouais, sauf que si je l'ajoute pas au bon élément, on va pas aller loin. C'est pas sur la carte, mais c'est sur cet élément-là. Voilà. Ouais, c'est un petit peu gros. Allez, on mettra un mt-4. On va faire plaisir à Bootstrap. mt-4. Donc ça fait comme ça du 2 rem ou 1 rem. Donc on a notre pagination, et le petit souci, c'est que quand je clique sur la pagination, elle ne fonctionne pas convenablement. Donc il me faut un moyen de récupérer ici le numéro de page, et ensuite de l'utiliser. Donc je me dis, plutôt que de m'embêter à passer d'autres paramètres, je vais estimer que ça fait partie de la recherche. Donc je vais modifier mon search form, ou search data plutôt, et je vais rajouter une nouvelle propriété qui sera publique, qui sera le numéro de page. Et par défaut, on mettra la valeur 1. Et j'ai précisé que ça sera un entier. Maintenant, dans mon product repository, je peux lui dire ici, je veux que tu utilises dans la recherche le numéro de page. Enfin, au niveau de mon product controller, il va falloir que je remplisse ça. Donc je vais lui dire, au niveau de data, je veux que tu définisses page, et tu récupéreras dans la requête la valeur qui correspond à page. Et si cette valeur n'est pas définie, tu mettras 1 par défaut. Si je réactualise, je suis ici sur la page 3, et je peux comme ça maintenant naviguer de page en page. Et on voit que ça fonctionne convenablement. Et si je filtre, hop, on a bien le filtre ici avec 2 catégories, et si je vais à la page 2, c'est toujours sur ces 2 catégories-là. Donc là, on a notre système de filtre qui fonctionne. Au passage, je ne l'ai pas forcément précisé, mais si vous mettez un nom de catégorie qui n'existe pas, et que vous essayez de soumettre, vous avez le système de validation qui rentre en jeu. Et on le voit ici, il détecte qu'on a rentré une catégorie qui n'est pas bonne, et du coup, il nous le dit au niveau du formulaire. Donc ce qu'il est possible de faire, et ce qu'il est envisageable de faire, c'est de vérifier est-ce que notre recherche est valide. Si notre recherche n'est pas valide, on renverrait une erreur ou on renverrait une page différente. Ça ne sert à rien de faire la recherche parce que les paramètres ne sont pas bons. On pourrait notamment utiliser ça, et je vous laisserai le faire pour le coup, pour valider que le prix minimum soit inférieur au prix maximum. Et vous pouvez rajouter des conditions et des validations au niveau de votre search data. Et c'est ça qui est intéressant dans l'idée d'avoir un objet pour représenter les données. On peut utiliser cet objet pour valider les choses. Donc on va juste faire un petit essai, on va plus rien mettre, on va filtrer. On va mettre un petit peu plus de produits parce que seulement 3 c'est un petit peu limitant. Dans le product repository, on va mettre 9, ça fait 3 lignes, ce qui est déjà pas mal, vu que nos cartes sont un petit peu longues. Et on va dire, je veux tout entre 0 et 500 €. Et pour le coup, on voit que ça nous donne absolument rien. Donc je vais regarder au niveau de ma base de données. Hop. Et on va faire un petit select, parce que je ne sais pas, en fait, vu que j'ai inséré des données aléatoirement, il est possible qu'il n'y ait aucun produit qui soit 500 €. Donc on va faire un select min de price, et max de price from product pour voir un petit peu. Ok, notre minimum c'est 56 et notre minimum c'est 38 000. Donc quand je tape 0 et 500, je suis censé obtenir des résultats. Et là pour l'instant, je n'en ai aucun. Donc il doit y avoir un problème au niveau de ma recherche. Donc au niveau de mon product repository, je veux ici que le prix soit supérieur à min. Et c'est là où j'avais fait une erreur. Effectivement, je devais rentrer max. J'espère que vous l'avez repéré quand je l'ai tapé. Et là, on a bien notre produit qui est entre cette fourchette de prix. Si je rentre 2000 €, hop, on voit bien qu'on a de nouveaux produits qui sont affichés. Donc on a bien ce système de filtre. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien gentil, mais ce système-là, je ne suis pas trop fan. J'aimerais bien plutôt avoir un système de slider. Alors j'en ai cherché un petit peu sur internet et le seul que j'ai trouvé qui semblait correspondre s'appelle NoUI-Slider. Donc c'est un petit peu de JavaScript, on le rajoute de cette manière-là, ça n'utilise pas jQuery, ce qui est en soi une bonne chose, et ça nous permet de créer un slider de range.
Donc pour l'utiliser, on pourrait simplement charger le JavaScript, ou ce que l'on peut faire, c'est utiliser le système de Symfony encore pour pouvoir charger ça au niveau de notre JavaScript. Donc on va plutôt utiliser cette solution. Donc au niveau de mon terminal, hop, je vais faire un coup de composer, require, et on va charger Symfony /webpack-encore-bundle. Ça va automatiquement installer les différentes dépendances, donc normalement on ne devrait pas avoir de problème, et ça va générer un fichier package.json que l'on va pouvoir utiliser. Donc je vais faire un yarn pour installer les différentes dépendances, mais si vous utilisez npm, vous pouvez faire npm, il n'y a aucun problème. Donc je fais yarn, ça va tout installer, et ensuite je vais copier cette commande pour ajouter mon NoUI slider. Voilà, hop. Et maintenant qu'il est rajouté, je peux l'utiliser de cette manière-là. Donc dans mon app.js, dans assets/js/app.js, j'ai ce petit console.log et j'ai un chargement du app.css. Donc à la limite, je vais juste vérifier qu'il fonctionne bien et après je copierai mon code. Donc là pour l'instant, je vais le copier dans des commentaires. Pour que notre JavaScript et que tout notre système fonctionne convenablement avec Encore, il va falloir modifier notre base.html.twig pour rajouter notre app.js et notre app.css. Donc au niveau de notre partie style, je vais rajouter ici un appel à encore_entry_links_tag et je vais lui demander d'avoir un link pour app. De la même manière, je vais lui dire aussi de charger notre JavaScript. Donc je vais mettre encore entry script tag. Et je vais lui demander de charger le fichier qui correspond à app. Je veux que ce fichier en revanche soit exécuté à la fin du chargement de la page. Donc malheureusement il n'y a pas de moyen de définir une option. Donc la seule astuce que j'ai pour le moment, alors elle est dégueulasse, c'est de faire un replace et de lui dire trouve le src égal. Donc remplace src égal par un défaire suivi de src égal. Ça va me permettre de m'assurer que le JavaScript est chargé à la fin de la page. Et après, je veux le contenu en RAW. C'est pas top, mais pour l'instant, je n'ai pas de meilleure solution. Donc si je recharge ma page en inspectant, alors normalement ça devrait me donner une petite erreur parce qu'il va me dire déjà que j'ai écrit n'importe quoi, ce qui en soi est complètement vrai. Voilà. Mais il va me dire qu'il n'arrive pas à trouver le fichier entrypoint.json. Maintenant que j'ai choisi d'utiliser encore, il faut que je démarre le serveur de développement. Donc je fais npx encore dev-server et on va activer le hot reload. Et là maintenant, ça fonctionne convenablement. Notre CSS est pris en compte et on voit que dans notre console, on a bien notre hello. Donc je vais pouvoir décommenter dans mon app.js la partie qui charge ce UI slider. Donc rapidement, comme on le remarque, il crée une variable qui sélectionne l'élément qui s'appelle slider. Donc nous on va l'appeler price slider, comme ceci, et ensuite il le crée. Alors le petit souci que l'on va avoir, c'est qu'il faut vérifier que cet élément existe. Donc on va lui dire if slider. Dans ce cas-là, je veux que tu crées ce truc-là, parce qu'on peut s'imaginer que ce JavaScript sera chargé sur d'autres pages où le slider n'est pas présent. Il faut aussi que je crée un élément qui est cet ID-là. Donc je vais aller dans mon filter.html.twig et je vais aller rajouter juste en dessous de notre listing de prix, après cette div qui a la classe row, mon price slider. Donc je vais créer une div qui a l'élément price slider. Si je réactualise ma page, je vois qu'on a une petite erreur parce qu'il me dit que ça, ce n'est pas défini. Effectivement, j'ai dû, au niveau de mon app.js, oublier de charger la librairie. Donc là, je rajoute, hop, on va effacer ça, on va garder le app.css, mais on va le vider pour l'instant. Voilà, hop, hop, hop. Et on va lui dire juste avant, j'ai besoin d'importer no UI slider from no UI slider. Et là, ça fonctionnera convenablement. Si je réactualise ma page, on n'a plus d'erreur au niveau de la console, et juste en dessous, je vais avoir notre système de slider. Si je regarde, hop, on a bien notre structure HTML. Par contre, on n'a pas le style qui est associé, ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'a pas chargé le CSS. Du coup, je vais lui dire aussi, il faut que tu importes, donc dans no UI slider,
tu iras chercher le dossier distribute, et ensuite dedans, tu iras charger le CSS qui est associé. Donc, peu importe que l'on prenne la version minifiée ou non, de toute façon, on aura une étape de minification. Et là, on a bien notre petit slider. Donc il va falloir relayer maintenant ce slider à nos deux champs. Donc je vais lui dire, lorsque tu vas slider, je vais sauvegarder la valeur qui est retournée ici, on va l'appeler range, égale noISlider, et je vais lui dire range.onSlide, quand tu vas bouger, tu vas appeler une fonction qui récupérera les différentes valeurs et le handle. Donc c'est le numéro du curseur que l'on a bougé. Si vous voulez vérifier de quoi il en retourne, vous faites un simple console.log values et handle. Si je réactualise la page, je sors ma console, je bouge ici, je ne vois rien, ce qui veut dire que cette fonction n'est pas appelée, parce que l'événement s'appelle slide et pas slider. Donc, si je bouge maintenant, voilà, on voit que là, il me dit tu as bougé l'index 0, c'est le curseur de gauche, et la valeur, il me montre comment elle bouge. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, la seule chose qu'il nous faut faire, c'est récupérer le champ min et max. Donc le champ min, hop, il a comme ID min, et le champ max, il a comme ID max. Donc je vais faire un const min égale document.getElementById min. Je crée une autre variable qui s'appelle max, et je fais un document.getElementById max. Et ensuite, je lui dis si le handle est égal à 0, ça veut dire qu'on est en train de bouger le curseur minimum. Je fais un min.value égale mat.round, parce qu'on récupère une chaîne de caractères et nous, on veut vraiment une valeur sous forme d'entier, et on veut 0. Et on pourra faire la même chose pour max. Donc if handle égale 1, dans ce cas-là, on fera max.value, et on mettra values 1. Si je reviens au niveau de ma console, hop, je vois bien que quand je modifie, maintenant, ça reflète les changements convenablement. La seule chose qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on a des nombres ici à virgule. Donc moi, c'est pas ce qu'il me faut. Donc je vais lui dire, je veux rajouter une étape, et on va mettre de 10 en 10. Si vous avez des produits qui sont très chers, vous pouvez faire des paliers de 100 à 100, mais ça vous permet comme ça d'avoir des meilleurs paliers. Maintenant, il faut aussi gérer la valeur de départ et d'arrivée. Imaginons, on a un filtre comme ça. Il faut que là, ça soit déjà à 0 et là aussi à 100. Donc je vais mettre cette partie-là avant la création de notre range slider, et là il me suffit simplement de récupérer les valeurs. Au niveau de la valeur de démarrage, je vais mettre min.value, donc c'est la valeur qui est directement dans le champ, et au niveau de la valeur finale, je vais mettre max.value. Le petit souci que l'on peut rencontrer, c'est que ces valeurs ne sont pas forcément définies. Si on est dans cette situation-là, min.value n'existe pas, et on voit que le curseur fait n'importe quoi. Il faudrait qu'il mette automatiquement le prix minimum et le prix maximum. Donc là, on mettra min.value ou la valeur 0, et dans l'autre cas, on mettra max.value ou la valeur maximale. Ici, c'est 100. Et là, ça permettra d'avoir directement les curseurs au bon endroit. Dernière petite chose qui ne va pas, c'est que là, on n'a que des valeurs entre 0 et 100, alors qu'en vrai, il nous faudrait des valeurs qui correspondent à notre structure. Donc ça serait entre 20 et 40 000. Mais de la même manière, si je filtre par une catégorie, peut-être que les prix maximum dans cette catégorie-là, ils sont différents que les prix maximum dans cette catégorie-là. Donc il faudrait refléter ces changements-là. Donc il me faut être capable de récupérer le prix minimum et le prix maximum en fonction de la catégorie. Donc je vais créer une nouvelle méthode dans le product repository, qui va s'appeler findMinMax. Donc ça sera une fonction publique qui s'appelle findMinMax, qui récupère aussi les search data. On va l'appeler search, ce sera plus simple, et qui renverra un tableau de deux valeurs, la valeur minimale et la valeur maximale. Donc par exemple 0 et 1000. Pour l'instant, je mets ça en dur. Je vais documenter ça. On va mettre récupère le prix minimum et maximum correspondant à une recherche. Et ça retourne un tableau qui est un tableau d'entier. Je ne sais pas si on peut préciser la taille du tableau, mais pour l'instant je vais juste mettre ça. Peut-être, est-ce que ça marche? Integer, integer. Ça n'a pas l'air terrible, donc on va laisser tableau d'entier. Voilà. Au niveau de mon contrôleur, je vais pouvoir récupérer ces deux valeurs. Je vais le faire ici. Donc je vais lui dire récupère min et récupère max en faisant un repository find min max
et je t'envoie en paramètre la recherche. Enfin, je vais pouvoir envoyer ça à la vue en faisant min égale min et max égale max. Là, l'autocomplétion me joue des tours et essaie de me piéger. Au niveau de mon filter.html.twig, je vais rajouter des attributs au niveau de mon price slider. On va faire un data-min égale et on mettra la valeur minimale. On fera un data-max et on rajoutera la valeur maximale. Maintenant, au niveau de mon app.js, je vais pouvoir récupérer ces valeurs pour le min et pour le max. Donc pour le min, on va lui dire que ça sera slider.dataset.min. Pour le max, ça sera slider.dataset.max. Histoire de vérifier que ça fonctionne convenablement, je vais juste rajouter un petit espace ici, parce que j'avais vu que c'était tout collé, c'était pas forcément très joli. Donc on mettra un style marginbot 3 rem, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit dump pour voir la valeur de min et de max, et voir si elle évolue convenablement. Donc je réactualise la page, et il me dit que la variable min n'existe pas. Effectivement, vu que ici on est dans un scope qui est isolé, il faut que dans mon index.html.twig, quand je charge mon filter, je lui dise, il faut que tu envoies la valeur min et la valeur max. Donc à vous de voir si vous voulez ce trigger, ou vous pouvez tout simplement tout enlever et il récupérera les éléments du parent. Et là, on voit bien qu'on a un prix entre 0 et 1000. C'est bien ce que l'on avait défini. Par contre, il me dit ici que pour le NoUI slider, le range contient des valeurs invalides. Parce qu'on récupère ces données sous forme de chaîne de caractères, et lui s'attend vraiment ici à avoir des valeurs qui soient des entiers. Donc on va faire un parse int, et on va lui dire, voilà, je veux que tu convertisses ça en entier. Et là, ça permettra de corriger ce problème-là. Et on voit que le curseur est tout collé, parce que il commence à 100, hein, forcément. Si on commençait à 1000, ça serait mieux. Donc on pourrait aussi lui dire que si on n'a pas de valeur, la valeur que tu dois prendre, c'est cette valeur-là. Et si tu n'as pas de valeur, la valeur minimale que tu dois prendre, c'est celle-ci. Ça aurait été intéressant de séparer dans des variables, mais là on a notre système. Ce qui nous reste à faire, c'est dynamiser les choses. Plutôt que de retourner 0 et 1000, faire en fonction des données que l'on a au niveau de notre base de données. Donc basiquement, ça revient à faire cette même recherche-là. Donc on se dit, vu qu'on va se répéter, on va séparer une partie du code de cette fonction-là, et on va lui dire qu'on va créer une nouvelle fonction privée qui va s'appeler getSearchQuery. Et on lui passera en paramètre les search data encore une fois. Cette fonction nous renverra quelque chose de type query builder que l'on va pouvoir utiliser à la fois dans notre find min max, mais aussi dans notre système de recherche. Donc je vais prendre toute cette partie-là, boum, 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 voilà, et je vais aller la déplacer ici. Et à la fin, je return query, comme ceci. Donc je vais cacher ce code-là, maintenant il est dans sa fonction privée, on n'a plus besoin d'y toucher, et je vais aller lui dire, pour récupérer l'ensemble des produits, je veux que tu fasses un this, get search query, je te passe en paramètre la recherche, et après tu fais le reste. Pour mon min-max, ça va être un petit peu la même chose, je fais query égale this, get search query, je lui passe en paramètre ma recherche, et je vais lui dire, je veux que tu sélectionnes la valeur minimale, donc ça sera min de p.price, as min. Et je veux que tu sélectionnes aussi le maximum, max p.price, as max. Et je vais lui dire ensuite, tu peux récupérer ma requête, et je vais récupérer seulement les valeurs sous forme de valeurs scalaires. Donc je fais un get scalar result. Ce qui va me donner un tableau avec une ligne, parce que je n'ai qu'un résultat, et dans cette ligne, j'aurai une clé min et une clé max. Donc maintenant que j'ai les résultats, on va appeler ça results. Je peux lui dire qu'en valeur minimale que tu dois renvoyer, ça sera results, à l'index 0, et ensuite c'est la clé min. La valeur max, ça sera results, à l'index 0, et ça sera la valeur max. Maintenant, si je réactualise ma page, on voit bien qu'on récupère cette valeur-là, et cette valeur-là. Je peux peut-être rajouter ici un typecasting sous forme d'entier. Sinon, ça ne va pas donner quelque chose de très
convenable par rapport à ce que j'attends. Et là, on a bien notre valeur min et notre valeur max. Et on voit que si je bouge le curseur, ça bouge bien comme ça. Au niveau de mon JavaScript, je vais peut-être corriger un petit peu les chiffres pour qu'on tombe sur des nombres ronds, parce que là, ça donne quelque chose qui n'est pas très sympa. Donc au niveau de mon app.js, on va finalement devoir créer des variables. On va l'appeler min_value. Donc ça sera un parse int de slider.dataset.min. Donc ça va me donner une valeur qui contient peut-être une virgule. Donc cette valeur, je vais la diviser par 10 et je vais l'arrondir à la virgule inférieure. Donc ça sera un mat.floor. Une fois que je l'ai arrondi à la virgule inférieure, je remultiplie par 10. Pour la valeur maximale, max value, c'est la même chose, sauf que je fais un mat.sale pour avoir à la virgule supérieure. Je parse int de max, je divise par 10 et je multiplie par 10. Maintenant, ici, je peux utiliser min value, et ici, je peux utiliser min value. De la même manière, à cet endroit-là, je fais max value, et à cet endroit-là, je fais max value. Donc là, j'ai bien mon système qui va mettre un prix minimum avec plutôt un multiple de 10. Alors le souci maintenant que l'on va avoir, c'est que si on filtre comme ça, et qu'on clique sur filtrer, on voit que les curseurs prennent comme point de départ le prix minimum et le prix maximum. C'est relativement logique parce que notre système qui calcule le prix minimum et le prix maximum, il va prendre en compte dans la recherche ce qui a été demandé au niveau du where. Et au niveau du where, on avait mis ces deux conditions-là. Donc ces deux conditions, elles sont pertinentes dans le listing des produits, mais quand on veut récupérer le min et le max, ce n'est pas pertinent. Donc pas de souci, vu qu'on a bien séparé le code, on va créer un argument supplémentaire qu'on va appeler ignore price. Et par défaut, il aura la valeur false. Donc on lui dira que si la valeur n'est pas vide et ignore price est égal à false, dans ce cas-là, on rajoute ces conditions. Par contre, dans notre calcul du min-max, on va lui dire là, je te passe un second paramètre true. Je veux que tu ignores les filtres concernant le prix. Comme ça récupérera un plus large éventail de produits et ça nous donnera une valeur min et une valeur max qui correspond véritablement à notre catégorie et au reste de la sélection. Donc on le voit, si je clique sur en promotion, on n'a aucun article en promo pour ce truc-là, c'est dommage. On va prendre pour la catégorie Beta Pardalis. Beta Pardalis, hop, elle est ici. Hop, ben là, il nous reflète bien les changements. Le prix minimum, il est à 2650. Donc si je descends tout en bas, hop, on doit avoir un produit qui est pile poil à 2650. Et le prix maximum, il est bien à 3400. Il est bien à 34 000. Si je change cette valeur-là, ça n'influe pas sur mon système de prix. Et là, on a terminé avec ça. Donc, je vais pouvoir retirer la partie des bugs que l'on avait mis dans Filter. Hop. Donc le dernier point qu'il nous reste à faire, c'est l'organisation du prix. Alors heureusement, c'est très très simple à faire. Grâce à KNP Paginator, alors vous pouvez gérer ça vous-même, on peut s'imaginer que vous récupérez une clé sort et gérer les choses, mais pour le coup c'est géré dans le Paginator, donc il n'y a pas vraiment de raison de s'embêter. J'aime bien m'embêter pour la partie filtre, parce que j'ai des filtres qui peuvent être un petit peu subtils parfois, et je veux avoir un contrôle total sur l'URL, mais pour la partie sort, ce que propose le KNP Paginator est très très bien. Donc dans ma partie grille, alors on va le mettre au-dessus de la grille, ça me semble judicieux. Donc ça sera plutôt dans index.html.twig, ici. Je vais créer une div pour la classe d-flex, et on rajoutera un justify-content end. Ça permettra d'aligner tout à droite, et on mettra une petite marge en bas. Dedans, on va mettre nos différents filtres. Donc on va avoir un premier filtre sur le prix. On lui passe un premier paramètre, la liste des produits. En second paramètre, le titre, prix. Et un troisième paramètre, quel champ sera utilisé pour le filtre. Ici, p.price. Si on veut filtrer les promos, ça sera p.promo. Et on mettra promo ici. Si je réactualise la page, hop hop hop, on va avoir ici notre système qui permet de filtrer par prix et notre système qui permet de filtrer par promo. Bon, pour le coup, vu qu'on avait ce filtre-là d'actif, hop, si je reviens, ça met d'abord les produits qui ne sont pas en promo et sinon ça met les produits qui sont en promo. Bon, c'est un peu redondant par rapport à ça, mais c'est juste pour l'exemple. Pour cette petite mise en page, on va changer les choses. Donc on regarde ce qu'il nous propose. Alors, c'était dans la partie template.
on va rechercher, voilà. Donc pour la partie organisation, on a Twitter Bootstrap, donc on va utiliser celle-là, hop, et on va aller l'utiliser dans notre KNP Paginator. Donc pour la partie sortable, hop, on va glisser celle-ci. Je réactualise ma page, et c'est pas forcément plus joli. Donc malheureusement, il semblerait qu'il n'y ait pas de template pour Twitter Bootstrap V4. On va vite fait regarder ça. Donc il faut aller dans le bundle Paginator. Donc ça, on va aller dans Vendor, KNP Lab, KNP Paginator Bundle, Templates, Pagination. Et pour la partie sortable, on voit qu'il y a ce truc-là. Donc je vais renommer, en fait j'ai juste besoin du chemin. Est-ce que tu peux me donner ça, éditeur? On va faire copie relative path, et on va le mettre à cet endroit-là. Hop. Et on va enlever la partie jusque là. Voilà. Donc là, on devrait avoir quelque chose qui correspond un petit peu plus à Twitter Bootstrap, et il utilise en fait des icônes qui viennent de Font Awesome. Donc au niveau de mon base.html.twig, bon, en vrai il faudrait charger ça d'une autre manière, je vais rajouter notre CSS aussi via un CDN pour avoir les petites icônes de Font Awesome. Et là on voit qu'on a le prix et les icônes changent en fonction. Bon, le style ne me va toujours pas, donc ce que vous pouvez faire, faut pas hésiter à hériter, c'est prendre ce template là, vous le copiez, et vous allez créer votre propre template. Donc je vais aller dans mon dossier templates, je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler pagination, et dedans je vais appeler sortable.html.twig. J'y colle ce code-là, et je vais rajouter différents attributs. Je peux aussi changer les icônes, je peux faire vraiment ce que je veux, au moins là j'ai quelque chose qui va correspondre à mon application. Donc moi ce que je veux rajouter c'est une classe par défaut, donc je vais lui dire fusionne avec les options un objet qui contiendra un attribut classe et qui aura comme valeur btn et btn-secondary. Ça me permettra d'avoir des boutons à la place normale de ça. Et ensuite, je vais charger ce template plutôt que celui du KNP Paginator Bundle. Donc je vais lui dire, tu vas dans le dossier pagination de mon template et tu cherches sortable.html.twig. Et là, normalement, on doit être pas mal. Voilà. Bon, c'est pas encore super esthétique en vrai, mais vous pouvez modifier ce template sortable et créer quelque chose qui correspond à vos besoins. Moi, je vais peut-être rajouter style, ici un margin left de 2. Voilà, ça devrait être pas mal. Et on a terminé avec ce système. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez garder ce code source et vous pouvez suivre ensuite la vidéo qui sera consacrée à la création d'un système de filtre Ajax, où on va ajaxifier ce système-là pour que à chaque fois que l'utilisateur coche une case ou fasse quelque chose, il n'ait pas besoin de cliquer sur filtrer, et de la même manière que ça ne recharge pas la page tout le temps à chaque clic. Donc je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo.